Merci à Léo Coutelec, à Sébastien Claes de leur invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis assez impressionné du monde qu'il y a aujourd'hui. Voilà, c'est très modestement que j'ai accepté de relever le défi que m'ont proposé Léo Coutelec et Sébastien Claes pour cette journée. Donc on va commencer par le concept, la notion de médiation. Et ce que m'a demandé Sébastien, c'est de parler de ma pratique, en fait, de travailleur social, animateur social, on va dire, à l'aune justement de ce concept de médiation, ce à quoi j'avais jamais vraiment réfléchi. Mais effectivement, du coup, ça m'a permis de peut-être de faire retour sur ma pratique d'animateur social avec un prisme auquel je n'avais pas pensé. Donc la présentation s'intitule « Médiation, espace public et action sociale ». D'accord ? Alors, voilà, comme je le répète en introduction, il s'agit donc ici d'essayer de penser l'action sociale, l'animation sociale, voilà, plus précisément ma pratique d'animateur social, à l'instar de ce concept qu'est la médiation. Alors, plus précisément, il s'agit de penser une activité en particulier que j'anime une fois par semaine avec des usagers, des personnes âgées plus précisément. Voilà, depuis plusieurs années, un atelier philosophie, débat que j'essaye de monter aujourd'hui et de continuer avec un groupe d'une trentaine de personnes à peu près, tous les mardis matins. Pendant 1h30, on se réunit et puis à partir de textes philosophiques, on essaye de discuter, de débattre, pour le dire simplement, voilà, de développer une réflexion un petit peu collective sur l'actualité avec un éclairage un petit peu philosophique. Donc l'objectif de cette activité, de cet atelier philosophie-débat, comme je l'appelle, c'est de créer du lien social entre les personnes âgées, pour le dire simplement. Effectivement, il s'agit de les sortir de l'isolement. Donc, on verra déjà ensuite, après cette introduction, que là, le terme de médiation, bien sûr, est intéressant, même étymologiquement. Médiation, c'est faire du lien, du lien social. Donc, le but de cette activité, de cet atelier philosophie-débat, c'est essayer de monter, effectivement, ça paraît un petit peu prétentieux de dire ça comme ça, mais une sorte d'espace public, à travers un espace public, un espace de rencontre, une sorte d'espace intermédiaire, médiation, un espace comme ça d'entre-deux. On essaye de créer un espace commun de débat où, effectivement, chacun peut apparaître, tout simplement, apparaître face aux autres, les uns face aux autres, et prendre la parole face aux autres sur les grands problèmes, on va dire, qui concernent la société contemporaine, à l'aide, effectivement, d'outils philosophiques. Voilà, donc cet espace public, modestement, que j'essaye d'animer depuis plusieurs années, permet peut-être de penser, je laisse ça à la réflexion, c'est en cours, une sorte de soin dispensé aux usagers, qui n'est pas, bien sûr, un soin au sens médical du terme, ou même un soin au sens de groupe de parole, de thérapie au sens des psychologues, mais une sorte de soin spirituel, social, politique, effectivement, faire soin à travers un espace commun, public, politique, où des paroles peuvent s'échanger, où on peut apparaître les uns face aux autres. Je pense justement à la distinction entre deux manières de désigner le soin dans la philosophie grecque. C'est beaucoup de là qu'on part. Donc il y a le mot thérapie,
Ça qu'on connaît effectivement, soin au sens de soigner une maladie, mais je pense là justement surtout au terme d'épiméléia, qu'on trouve par exemple chez Aristote, et que reprend cette grande philosophe du soin du Caire, Joan Tronto, un nom que vous avez sans doute déjà entendu, Joan Tronto qui a écrit un livre notamment qui s'appelle Un monde vulnérable, donc il s'agit de soins, mais pas au sens forcément médical, il ne s'agit pas de thérapie ici, mais d'épiméléia, un soin qui passe par la philia, au sens d'Aristote, le lien citoyen entre concitoyens, le lien d'amitié, le fait qu'on puisse apparaître une fois de plus les uns face aux autres dans un espace public où chacun peut prendre part aux grandes questions de la société, pour le dire simplement, par la parole, et donc en apparaissant effectivement sur une scène publique. Alors après cette introduction que j'espère assez claire, je vais traiter de ce sujet. Je vous propose trois grandes parties. D'abord, effectivement, de manière nécessaire, il faudra penser cette articulation plus précisément entre médiation et action-animation sociale, entre, pour reprendre les étymologies latines, entre medius et socius, entre médiation et sociale, action sociale, pour penser justement les questions de lien social, d'isolement, d'espace public. Puis, dans un deuxième grand chapitre, je parlerai du lien entre médiation, le concept qui nous intéresse ce matin, et l'espace comme médiation, et notamment en insistant sur la notion d'institution. Il y a un grand spécialiste de ce concept de médiation en sciences de l'information et de la communication qui s'appelle Jean Caunes, qui a dit on ne peut pas penser la notion de médiation sans penser la notion d'institution et d'espace institutionnel. Donc ça sera ma deuxième grande partie. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, je reprendrai ce concept d'institution lié à celui de médiation, mais l'institution instituée au sens de commencement, de commencer quelque chose. Instituer, étymologiquement, ça veut dire aussi commencer quelque chose, prendre l'initiative de créer quelque chose de nouveau, de proférer une parole nouvelle. D'accord ? Et là, j'insisterai notamment sur l'espace public, un espace intermédiaire de rencontre, comme automédiation ou remédiation, pardon pour le jargon. C'est une reprise par un travailleur social qui s'appelle Jean-Marie Brevard de la théorie de l'espace public de Habermas, qui va parler de médiation, mais au sens d'automédiation et de remédiation, et on va voir ce que ça veut dire ensemble. Donc ça va, le plan est clair ? Ok. Alors, pardon ? Ah, d'accord. Tu m'avais dit 30 minutes au départ. D'accord. Alors, je vais essayer de presser le pas. Voilà, notre première partie, c'est déjà essayer de débroussailler le sens de ce terme de médiation qui nous préoccupe et de faire le lien avec l'activité d'action sociale, d'accord ? Quel est le lien entre medius et socius, d'accord ? Alors, si on prend les choses, si on commence simplement par les questions d'étymologie, c'est toujours éclairant de commencer par l'étymologie quand on essaye de clarifier une notion. C'est vrai qu'il s'agit en plus, comme l'a dit Léo Koutelek, de notions interdisciplinaires, on ne sait pas bien comment les saisir, on entend parler de médiation en psychologie, en sciences sociales, en théologie aussi, on va le voir un petit peu, en philosophie. Donc c'est un concept nomade, comme dit Isabelle Stengers, c'est-à-dire ça fait partie de ces concepts difficiles à définir parce que les utilise, on les trouve un peu partout dans beaucoup de disciplines. En tout cas, pour clarifier les choses, partons de l'étymologie.
Médiation, c'est du latin d'abord, mediare, c'est un verbe, déjà ça c'est important. Ça veut dire que médiation, faire médiation, c'est une action. Ça veut dire que je mets quelque chose en mouvement. Il y a un processus. Déjà, rien que de dire que c'est un verbe et pas seulement un substantif ou un adjectif, c'est important. Ça veut dire qu'il y a un processus, il y a un mouvement. Ça va être important pour la suite. Un processus, un mouvement qui se met en marche. D'accord ? Donc, mediare, c'est un verbe, et ça veut dire se mettre au milieu, s'interposer entre deux éléments. Il y a l'adjectif medius aussi, donc toujours en latin. Medius, ça désigne effectivement ce qui est au centre, au cœur, ce qui fait intermédiaire entre deux extrêmes. D'accord ? Et donc, effectivement, là, on désigne un processus par lequel un médiateur, un intermédiaire, s'interpose entre deux ou plusieurs réalités, et notamment, ça implique, et je crois que Sébastien, tu vas en parler aussi, cette notion implique aussi l'idée de conflit. S'il y a besoin d'un troisième terme, d'un intermédiaire, d'un sas, d'un troisième espace pour créer de la rencontre ou pour apaiser effectivement deux éléments en opposition, c'est l'idée qu'il y a un rapport conflictuel qu'il va falloir apaiser. C'est une des grandes caractéristiques du médiateur. D'accord ? Alors, là-dessus, justement, ça, il faut le mentionner, le grand philosophe classique du concept de médiation, c'est Hegel. Il faut au moins le dire, même s'arrêter quelques secondes là-dessus. Par exemple, au début de la logique de Hegel, il y a bien cette idée d'une activité médiatisante, c'est-à-dire effectivement une activité qui permet de réconcilier deux termes opposés. On parle beaucoup aussi d'un grand concept chez Hegel, la dialectique. C'est-à-dire, effectivement, cette idée que la réalité commence par du conflit, d'accord, par des termes qui s'opposent. Effectivement, il faut un troisième terme qui puisse permettre une activité médiatisante pour créer effectivement quelque chose de positif, pour justement créer du mouvement. Je parlais de processus, de progression. C'est-à-dire qu'il va falloir dépasser cette situation de conflit entre deux éléments et dépasser cette situation grâce à ce troisième terme que serait le médiateur vers justement une situation qui va vers le progrès, vers plus de pacification, vers effectivement un moment plus riche aussi que le moment précédent où deux éléments étaient comme ça en conflit, comme deux opinions ou deux personnes même qui se regardent en chien de faïence, qui restent opposées, en conflit. Il s'agit de dépasser ce conflit vers une situation plus apaisée, en même temps enrichie par le conflit. D'accord ? Il y a aussi une positivité du conflit, si vous voulez. Ça, c'est important à retenir. L'idée de la dialectique hegélienne à travers le concept de médiation, c'est l'idée de dépasser la contradiction, que la contradiction n'est qu'un premier moment, mais pour aller s'orienter vers une troisième solution, si vous voulez, une troisième voie plus riche que le moment précédent. D'ailleurs, le terme de dialectique, chez Hegel, on peut revenir au début de la philosophie, c'est aussi le sens premier que donnent les philosophes de l'Antiquité. Dialectique, c'est un dialogue contradictoire. Chez Socrate, chez Platon, chez Aristote, il y a une personne qui a une opinion, et en face d'elle, il y a une personne qui a une opinion opposée. Et qu'est-ce que ça va faire de frotter ? Ça, c'est une métaphore de Platon, la dialectique, un dialogue. C'est comme deux silex, deux opinions opposées qui se frottent ensemble, puis ça fait des étincelles. Ça va donner quelque chose, une vérité plus enrichie à travers le conflit.
Donc il y a ce sens très fort à partir de Platon, mais qui, qui va, ce sens de la dialectique, de l'opposition, d'activité médiatisante qui réconcilie des termes opposés vers un troisième terme qui apporte plus de progrès. C'est quelque chose qui va au moins jusqu'à Hegel et même Marx. Donc il y a l'idée de dépasser un conflit, de créer une dynamique, un mouvement positif. Et puis il y a l'idée de pacification. Du coup, pour mentionner une phrase de Virgile, passi medium, terme qui nous intéresse, c'est offerte, il s'offre comme médiateur de paix. Un médiateur, celui qui apaise les conflits et qui les dépasse vers une solution enrichie. Donc médiateur, intermédiaire, comme troisième terme qui permet une réconciliation, un dépassement d'un conflit. Alors, il y a également, on a parlé de l'étymologie latine, du sens philosophique dans la philosophie occidentale, la grande philosophie notamment avec Hegel, même, il faut le dire rapidement, mais à côté de Athènes, il y a Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a aussi une pensée théologique qui a réfléchi sur la médiation, ne serait-ce qu'à travers l'angélologie, la réflexion sur les anges. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est pas, c'est pas seulement une question de foi ou de croyance. Il y a une vraie réflexion en théologie, dans le monothéisme, dans les trois monothéismes à partir des anges. L'ange, c'est celui qui apporte des messages. Et donc, comment faire le lien, effectivement, entre le monde humain et le monde divin ? On trouve l'idée de médiation, l'idée de passage, de circulation des messages entre monde humain et monde divin. Donc, angelos, c'est le messager, diabolos, c'est celui qui sépare. D'accord ? Angelos, celui qui réconcilie, celui qui permet de la médiation, justement, et diabolos, diabolique, étymologiquement, celui qui sépare. Donc l'angélologie également, c'est une réflexion sur les conditions opératoires de transmission de messages, de médiation, de construction de relations. D'accord ? Ça va, je suis clair ? Alors, pourquoi, pourquoi maintenant une pensée et une action de médiation est-elle nécessaire dans l'action sociale ? Donc on a dit, médiation, on l'a dit, on le redit, c'est circulation, c'est créer du lien, effectivement, entre des éléments, des individus qui étaient séparés. Pourquoi c'est intéressant, ce concept de médiation, pour l'action sociale ? Socius, Socius, là aussi, il faut prendre l'étymologie. Qu'est-ce que ça désigne ? En latin, c'est le compagnonnage, c'est l'alliance. Socius, c'est considérer l'autre comme un compagnon, comme un allié. On retrouve l'idée de lien, l'idée de lien, un lien de soutien, plus précisément. Et donc c'est ça le but de l'action sociale, effectivement, c'est de recréer du lien, un lien de soutien, un lien d'alliance avec l'autre, là où justement les liens étaient distendus ou coupés. D'accord ? Je pense à une philosophe contemporaine, Sophie Nordman, qui a écrit en 2010 un article sur l'action sociale. L'action sociale, elle vise deux choses. À lutter contre les inégalités, d'abord au niveau matériel, économique, mais aussi, elle dit, il y a une recherche, une visée idéale de l'égalité dans l'action sociale, Socius, au niveau de ce qu'elle appelle la socialité. Tout simplement, socialité,
c'est effectivement, là aussi, chercher à créer du lien, là où justement il y a risque, problème dans une société d'isolement. La socialité, c'est lutter contre l'isolement. Là aussi, on retrouve les bases, certaines bases bibliques. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, comme il est dit dans la Genèse. On retrouvera ce problème dans toute l'histoire de la philosophie, en passant par Rousseau. Je pense au livre 3 du Contrat social, chapitre 15, mais jusqu'à Hannah Arendt, justement, une philosophe de l'espace public. Comment faire pour que, c'est déjà une question de Rousseau, les gens sortent de chez eux et se rencontrent dans un espace commun, fassent lien, ce qui n'est pas une évidence, effectivement, dans une société où on peut faire face à des problèmes d'isolement. L'espace public, qu'est-ce que c'est ? Justement, c'est notamment chez Hannah Arendt, c'est faire lien en ayant la capacité d'apparaître les uns face aux autres. C'est la capacité de pouvoir dire « je » face aux autres, de pouvoir effectivement apparaître, prendre la parole face aux autres, quelque part, dans un lieu précis, un lieu qui commun, qui fasse communauté. Et effectivement, on pense aussi à Lévinas, c'est ce qu'il y a des lieux où, effectivement, on peut apparaître les uns face aux autres, où on peut voir mon visage, entendre ma voix, et effectivement, est-ce qu'il y a des endroits où je peux dire voilà comment je vois le monde, je suis d'accord avec ce qui se passe, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe sur tel problème. Et effectivement, une des formes de violence, c'est l'absence d'espace commun, que déplore déjà Hannah Arendt à son époque. Une fois de plus, on peut remonter à Rousseau. Le manque d'espace, de lieux concrets, où on peut se réunir et chacun dire « je », et donner son éclairage sur le monde et en débattre. D'accord ? Voilà, pouvoir dire « je », être un sujet, c'est pas une évidence, c'est une conquête de la modernité déjà avec Descartes. C'est vrai qu'on apprend rapidement en terminale « je pense donc je suis ». À dire « je », avoir un endroit où je peux dire « je », c'est pas évident. Et donc, voilà, comment construire des espaces justement intermédiaires de médiation, de liens où on peut apparaître, des espaces publics, comme dit Hannah Arendt, des endroits où les visages peuvent apparaître les uns face aux autres et donner leur vision du monde, dire voilà comment je pense le monde. Pour ce qui me préoccupe en tant qu'animateur social, cette question est d'autant plus aiguë à mon sens avec la question de la spécifique de la vieillesse. Je ne peux pas trop en parler ici, ça aussi il faudra en discuter, c'est pas quelque chose de monolithique, il n'y a pas une définition de la vieillesse, mais là je me rapporte à un auteur qui s'appelle Puy-Jalon, dans Le droit de vieillir, qui dit effectivement, il y a cette question liée à la vieillesse de l'espace public. Est-ce que, effectivement, je pense aussi à un collectif anthropologie du corps vieux, comment est-ce que il y a encore des lieux où je peux effectivement présenter mon visage, présenter mon corps ridé, mon corps aussi parfois en souffrance. Il y a aussi, j'ai à cet atelier que j'anime, il y a aussi des personnes
polyhandicapés qui viennent à cet atelier. C'est intéressant de voir les réactions des autres usagers qui étaient un petit peu gênés au départ effectivement d'accueillir dans cet espace effectivement ces personnes qui portent un corps en souffrance. Donc aussi, cette tendance, nous dit Puy-Jalon, à disparaître du coup de l'espace public, de ne pas vouloir montrer effectivement ce corps fatigué, ridé, parfois handicapé dans un espace commun. D'accord ? Donc effectivement, c'est un problème. La question de la disparition du corps vieux, comme dit un anthropologue comme Éric Minaer, par exemple. Donc il y a bien effectivement un défi à créer des espaces publics, des espaces de médiation, des espaces sociaux, où on puisse faire vivre les rencontres, apporter quelque chose de vivant, notamment, là je pense à une autre théorie, celle de l'espace public de Habermas. J'ai parlé de Arendt, on peut aussi parler d'Habermas. Dans le fond, il y a ce besoin pour tout être humain, dans un espace commun, de pouvoir dire « je » et en exerçant, si vous voulez, 3 activités interactionnelles langagières. Pourquoi est-ce que je vais dans un espace collectif quand je suis un être humain ? Il y a des invariants anthropologiques. Je parle aux autres, pourquoi ? Pour créer de la relation, pour établir du lien avec autrui, rechercher une certaine proximité, familiarité. Donc là, Habermas s'inspire de sociologues comme Goffman. Voilà, je parle pour créer de la relation quand je suis un être humain, pour créer du lien avec les autres. Également pour échanger des connaissances, pour apprendre des choses. Et aussi, effectivement, on le disait, dans l'esprit d'un espace public, politique, de redonner droit de cité au sens propre aux personnes âgées. La troisième grande activité langagière que je fais quand je suis un être humain, c'est débattre, argumenter, justement. Rechercher du débat, du conflit au sens positif, comme on l'a dit, débattre avec les autres. Allez-y, entrez. Justement, pour pouvoir aussi exister face aux autres. D'accord ? Donc, c'est là, je pense aussi à tous les philosophes, d'abord comme Hegel, les philosophes de la reconnaissance, jusqu'à Axel Honneth. L'idée, c'est le fait que dans un espace commun, l'autre confirme mon existence de manière positive. C'est-à-dire, il va me regarder avec bienveillance, il va m'écouter, et donc c'est ça reconnaître, c'est ça la reconnaissance dans un espace commun, c'est effectivement confirmer l'existence de l'autre de manière valorisante, bienveillante, en écoutant ce qu'il a à dire, en partant du principe que son point de vue sur la société sera intéressant de toute façon. Et donc c'est ça l'enjeu profond d'un espace public de médiation. Alors, je vois que j'ai déjà explosé le temps. J'espère que je suis clair, en tout cas. Donc il y a bien un enjeu d'éthique de la communication. Il y a bien effectivement l'idée, un idéal comme ça, quand on travaille le concept de médiation, de créer du lien. Il y a bien l'idée, comme dit Vincent Liquette, par exemple, un grand penseur de la médiation, il y a bien l'idée d'une éthique de la communication, d'une utopie, l'idée d'une scène originelle
voilà, comme chez Hannah Arendt, comme chez Habermas, et même en remontant à Rousseau qui inspire beaucoup les penseurs contemporains de la médiation, voilà, l'idée d'une scène originelle où les gens pourraient apparaître les uns aux autres, sans se justifier de leur présence, quel que soit leur statut, leur âge aussi, leur corps, pourraient se présenter les uns face aux autres pour dire le monde aux autres, pour dire la manière dont ils pensent le monde. D'accord ? Donc l'idée d'une reconnaissance mutuelle à travers une sorte d'espace spontané, de rencontre spontanée, l'idée d'harmonie. Là, on pense plus effectivement, par exemple, au second discours de Rousseau, qui a beaucoup inspiré les penseurs contemporains de la médiation, l'idée que les premiers hommes se sont retrouvés d'abord en petit village, en petite cité, que ça se passait bien, il n'y avait pas de rivalité, de jalousie, ils discutaient ensemble, tout allait bien. Et puis après, ça dégénère. Mais il y a cette idée d'espace originel, comme ça, politique, on peut se rencontrer pacifiquement, même sans être d'accord les uns avec les autres, mais avoir du dialogue, de l'argumentation, du débat. Alors, c'est un idéal qui vient d'une philosophie de la médiation et qui s'inspire, comme je le disais, de Rousseau, Arendt, Habermas, Hegel, les philosophes de la reconnaissance. Mais là, dans une deuxième partie, la grande idée, j'avais dit, c'est de dire, justement, le concept de médiation doit me sortir du fantasme de l'immédiateté. C'est-à-dire, il n'y a pas de scène originelle où les hommes se rencontrent spontanément, de manière immédiate, immédiate tout de suite. C'est le contraire justement d'une pensée de la médiation. Dans cette deuxième partie, j'insiste avec Jean Caunes, grand penseur de la médiation, contemporain, qui s'inspire de Arendt et de Rousseau justement, qui dit pour qu'il y ait médiation, pour qu'il y ait lien social, etc., il faut passer par de l'institution. C'est ma deuxième grande idée, si vous voulez. D'accord ? Et l'institution, ça a deux sens. Et là, je vais insister sur le premier sens dans cette deuxième partie. Institution, qu'est-ce que ça veut dire en latin à la base ? Il y a de l'institution, d'abord quand il y a de l'établissement. On parle bien d'ailleurs d'établissement social, médico-social. C'est-à-dire, il y a de l'institution au sens d'établissement, quand quelque chose est établi, même j'aurais envie de dire au sens concret du terme. L'établissement, c'est le bâtiment. C'est un espace, je reviens à ma question d'espace, mais cette fois plus au sens seulement originel, d'un idéal comme ça un peu abstrait. Une institution, c'est un bâtiment concret. Si vous voulez, pour qu'il y ait un idéal de justice, il faut qu'il y ait des bâtiments, des symboles, des murs qui représentent un ministère de la justice, des tribunaux. Une institution, instituer quelque chose, c'est établir, c'est faire quelque chose de durable, dans les deux sens du terme. Durable parce que dur, avec des murs, c'est repérable dans l'espace, c'est un espace avec des contours, et ça, Jean Caunes nous dit c'est nécessaire. Y a pas, on ne crée pas ou on ne recrée pas du lien social distendu comme ça. Ça, c'était la première partie, l'explicitation, l'idée d'une scène idéale, originelle, où le travailleur social serait un médiateur tout-puissant, ferait se rencontrer les gens, les sortir de l'isolement. Non, il faut de l'institution. D'accord ? L'institution, effectivement, c'est l'idée qu'il y ait des espaces normés. Norma en latin, c'est l'équerre, c'est le géomètre, c'est l'architecte. Faut qu'il y ait des lieux physiques avec une architecture pour qu'on puisse se rencontrer. C'est toujours en faisant appel à Hannah Arendt, c'est ce que Hannah Arendt appelle l'œuvre, si vous voulez. L'œuvre, c'est-à-dire c'est le fait que l'être humain ne subit pas son environnement naturel, contrairement aux animaux, mais qu'il va modifier son environnement. Il va faire des places publiques, des maisons,
l'homme est un animal architecte, si vous voulez. C'est sa grande différence avec les animaux purement naturels. Et donc, ce que dit Hannah Arendt, ce que je dis aussi avec ce concept d'institution, c'est que, pour que, effectivement, il y ait médiation, espace public, rencontre, faut qu'il y ait effectivement des bâtiments, faut qu'il y ait des institutions avec une histoire, pour qu'on puisse se rencontrer. C'est aussi l'idée de dispositif chez les penseurs de la médiation. Il n'y a pas d'éthique de la communication qui se fait comme ça. Il y a des lieux qui nous dit Jean Caunes, qui autorisent certaines interactions, certains types d'interactions. C'est déjà chez Durkheim, chez Weber. Il y a certaines normes, certaines valeurs qui appartiennent à certains lieux, qui ont une histoire, où on attend de moi un certain comportement. Si j'étais venu ici à l'espace éthique ce matin, je ne sais pas, déguisé en arbre, en marchant sur les mains, j'aurais pas correspondu à l'attente normative qu'on a de moi d'intervenant dans ce lieu. D'accord ? Donc il y a bien de l'institution, avec des règles, avec un espace qui a une histoire et des valeurs. On attend de nous un certain comportement. Alors le risque de ne garder que ce sens d'institution, c'est la réification, si vous voulez. C'est-à-dire le fait que l'institution ne soit plus qu'un bâtiment, des murs où on ne questionne plus justement les normes, les règles de comportement, le règlement qui accourt à l'intérieur. C'est aussi le risque du travail social et de l'animation sociale. Là, je fais allusion à un auteur spécialiste de l'animation dans le travail social, Gérard Monceau. Le risque, quand je parle de réification, d'institutionnalisation, c'est que justement le centre social ne soit plus qu'un bâtiment, si vous voulez, où il n'y a plus de médiation, de liens vivants qui se renouvellent par la discussion, par quelque chose par un lien vivant, mais qui se réifie, où l'animation n'est plus qu'un objet de consommation, où l'animateur où le travailleur social serait en surplomb, si vous voulez, et l'usager, le bénéficiaire, ne serait qu'un récepteur de l'activité, si vous voulez, de l'animation, serait réduit au rôle de récepteur, d'accord ? Qui n'aurait pas justement son mot à dire sur la qualité de l'activité, la qualité de l'animation, son sens, d'accord ? Donc ça, c'est le risque. Et justement, la troisième partie, ma troisième partie, c'est et je vais finir là-dessus, c'est de dire, justement, l'institution, ça a un autre sens que être un simple bâtiment dans lequel il y a un règlement qui s'est installé parce qu'il y a une histoire, une routine. On a aussi besoin de routine, d'habitude, mais la troisième partie, l'enjeu de l'animateur comme médiateur, nous dit Monceau, c'est que l'institution soit aussi un commencement. C'est le deuxième sens du terme institution en latin, au sens étymologique. Comme dans l'espace public de Hannah Arendt ou de Habermas. Instituer quelque chose, c'est pas seulement répéter quelque chose qui serait établi, une fois pour toutes, mais ça serait la capacité, justement, dans une sorte d'espace médiateur, intermédiaire idéal, ça serait la capacité, dans la rencontre, justement, à ce que chacun prenne la parole et fasse émerger des discours inédits, au sens, là aussi, étymologique du terme, qui n'ont pas encore été dits. C'est-à-dire, effectivement, l'animateur, là, pour reprendre des grands penseurs du travail social, Gillet, Ballanger, Mias, Anselme Questiaux aussi, qui était ministre des Affaires sociales en 1982, le travailleur social doit avoir une position médiatrice, justement, nous dit Mias. Un relais, c'est un tiers, un médiateur, mais qui n'est pas seulement en surplomb, celui qui proposerait une activité, qui serait le seul à prendre l'initiative face à un groupe d'usagers passifs,
mais l'idée, c'est de créer justement un espace public où chacun, justement, peut apparaître face à l'autre et prendre l'initiative d'une parole, d'un regard sur le monde. Et donc, effectivement, l'idée, justement, c'est institution, cette fois, au sens de ne pas être passif, mais que l'usager soit actif. Il y a l'idée de s'approprier l'espace aussi dans l'histoire du travail social. C'est-à-dire que je ne subis pas l'espace, je ne subis pas ses règles, institution au sens d'établissement, mais je crée l'espace à travers justement la discussion, les paroles que j'émets, la contradiction que je provoque dans un débat, dans cet espace. Et donc, ça serait ça dans cette troisième partie, l'idée d'automédiation ou de remédiation. C'est-à-dire, le travailleur social, l'animateur social n'est plus en surplomb par rapport à un groupe d'usagers uniquement récepteurs et passifs, mais c'est le groupe lui-même, le groupe de discussion, qui devient médiation, créateur de tissu social, de rencontres. Et c'est justement cette reprise heureuse dont je m'inspire, que le travailleur social Jean-Marie Brevard reprend de Habermas, de l'espace public d'Habermas, un espace public comme automédiation, remédiation. L'animateur social est juste un médiateur de départ, permet dans un espace précis de créer de la rencontre, mais ensuite il doit se faire un peu oublier. C'est les usagers eux-mêmes qui créent l'espace de discussion, qui créent du tissu social à travers leurs débats, leurs dialogues, et donc à travers ce sens de médiation, on pourrait dire, on pourrait parler de, c'est un grand mot que je lâche, c'est peut-être un peu prétentieux, mais d'empowerment, comme on dit dans le travail social, c'est-à-dire c'est le groupe lui-même d'usagers, qui n'a plus besoin du médiateur, de l'animateur social, qui justement fait grandir chacun de ses membres. C'est-à-dire chacun en écoutant l'autre, émettre une parole nouvelle sur le monde, augmente la capacité d'exister dans l'espace d'autrui. Je ne sais pas si je suis très clair. Voilà, c'est une sorte d'empowerment mutuel à travers le groupe de discussion. Chacun fait grandir l'autre, fait grandir la capacité à être, à exister face aux autres, dans l'espace, justement à travers le débat. Voilà, je vais finir là-dessus. Donc, il y a... pour conclure, l'idée de médiation dans le travail social charrie effectivement toute cette idée d'espace intermédiaire, d'espace de rencontre, et aussi toute une tradition à travers la philosophie, mais aussi les pensées du travail social, d'un espace participatif, démocratique, où chacun peut prendre part au monde, être reconnu dans un espace concret. Je vous remercie.